Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël un petit peu en retard et une merveilleuse année 2021 à venir. J'espère que cette année qui va venir va vous apporter la santé, va vous apporter l'expérience et le plus important, énormément de moments en famille et dans la forêt. Aujourd'hui, on n'est plus dans la survie, on est vraiment dans le bushcraft pur. On va voir la review du couteau bushcraft de la marque Castrom et qui a été réalisé par l'aventurier et moniteur de survie Lars Felt. C'est parti! Alors comme d'habitude, d'abord petit aperçu de la marque et de l'historique. Donc la société Castrom, c'est une société qui est basée au niveau de la Laponie suédoise. C'est une société qui fait des couteaux, mais qui vend également des marques suédoises comme Carré Schwando, ce genre de choses. Et qui a vraiment une origine scandinave, donc pour tout ce qui est bushcraft, pêche, chasse, extérieure, nature. Donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Voilà, au niveau de la société, j'ai pas trouvé grand chose sur le net. Mais voilà, à retenir, c'est que la société Castrom, c'est une société de la Laponie suédoise et qui a énormément d'expérience au niveau nature, pêche et bushcraft. Parlons maintenant de Lars Felt. Donc ça s'écrit Lars Felt, ça se prononcerait Lars Felt, hein. C'est suédois. En fait, c'est un aventurier, c'est un survivaliste, c'est un moniteur de survie qui a créé énormément de choses dans sa vie. Il a notamment fondé l'école de survie des forces de l'armée suédoise. Il a aussi été formé auprès du SAS, les services spéciaux en Angleterre, et également au niveau des forces spéciales américaines. Il est également instructeur en relations étrangères au niveau de l'Arctique canadien et des déserts australiens. Et donc, Lars Felt, après avoir bossé dans la survie pendant des dizaines et des dizaines d'années, a décidé de faire un partenariat avec la marque Castrom pour sortir un couteau de bushcraft à son nom. Voilà, on va voir le couteau plus en détail maintenant. Avant ça, au niveau bushcraft, donc ici la plupart du temps ce que je vous ai présenté pour le moment c'était des couteaux qui pouvaient servir au bushcraft, qui étaient avant tout des couteaux de survie, qui étaient également des couteaux comme le kabar de combat ou de guerre. Alors ici on est dans un plus petit gabarit. On va faire du bâtonnage, on va faire des coupes à la volée, on va faire exactement ce qu'on fait en mode survie, mais sachez que quand on est un bon bushcrafter, on a toujours un couteau passe-partout plus petit qui s'accompagne d'une hache. Donc, si ce couteau-ci est fait pour tout, à l'avance je vais vous dire qu'il va tout faire à un certain niveau, mais il ne servira jamais de hache. Comme on a certaines machettes plus épaisses ou certains couteaux de survie plus épais, celui-ci ira toujours avec celle-là. Donc pour les tâches du camp, celui-ci ce sera pour le petit bâtonnage, pour le wood carving, donc tout ce qui est sculpture de bois, tasse, kuxa, etc. Couper les cordes, couper des pointes, faire des armes, des pièges, etc. Pour les travaux lourds, on aura la hache. Je ferai aussi des tutos ultérieurs sur la hache. Voilà, donc ici on est sur une Wetterlings, hein, c'est à peu près les mêmes modèles que les grands Svorbruks, qui est aussi une lame exceptionnelle. Et d'ailleurs le protège manche ici à la frappe en cuir est également de la marque Castrom. Donc voilà, ici c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'un couteau de bushcraft souvent va s'utiliser avec une hache, une scie, autre chose, mais pas seul. Ce qui explique que le gabarit est plus petit, que souvent la lame est moins longue et parfois moins épaisse. C'est parti pour les tests. Donc, au niveau du poids total du couteau, on est sur 195 grammes, 195 grammes. La longueur totale est de 23 cm. La hauteur de la lame est de 2,9 cm. Et l'épaisseur, pour la solidité et la qualité, est de 4 mm. Alors on est sur une émouture scandinave.
Voilà. Le manche, vraiment bien fini. C'est un manche en bouleau frisé qui a été stabilisé à chaud et traité avec de l'huile de lin scandinave. Donc franchement, il est, même au niveau humidité, il est super résistant. Au niveau du manche, on a aussi des liners noirs qui terminent vraiment une parfaite finition. Les bords, les plaquettes sont vraiment bien finies. Il n'y a absolument rien qui dépasse ici. Top quality. Alors évidemment, on est sur du type plat de semelle plein de soie, puisque voilà, la lame se continue sur le manche. On a possibilité d'ajouter une dragonne. La poignée ici, la poignée n'est pas très grande, mais ça correspond quand même. Moi j'ai des mains assez épaisses. Voilà, il tient bien en main. C'est vraiment ergonomique. C'est vraiment agréable. Alors au niveau de la dureté, donc là ici on est sur de l'acier, c'est un peu particulier, on verra après ce que c'est. De l'acier K720. Voilà, l'acier K720, c'est un acier carbone, on va voir plus en détail après. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une dureté de 58 à 60 HRC. Donc ici on a vraiment une bonne prise en main. Le couteau n'est pas très grand, mais ça nous permet vraiment de pouvoir faire du travail de finition vraiment correct. Voilà, ici vous avez la marque qui est frappée, Castrom, avec la série Larsfeld, le type d'acier et le fait que ça vient de la Laponie suédoise. Ça, c'est pour le couteau. Au niveau de l'étui, étui en cuir, magnifique. Alors, vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'étui du Kabar, j'avais dit que ça aurait été bien qu'ils lissent les bords pour avoir une finition plus correcte. Eh bien ici, ça a été fait. On est sur un étui en cuir hyper épais, de très bonne qualité, avec aussi le logo de la marque qui a été frappé. On a un passant ceinture fixe et on peut également acheter sur internet les danglers. Donc c'est des boucles qu'on rajoute en plus ici pour avoir une accroche un peu plus basse à la ceinture et pour pouvoir éventuellement faire ça avec le couteau quand on le rengaine ou quand on le sort. Voilà, ça c'est au niveau vraiment du couteau, des spécifications techniques. Alors il faut savoir que ce couteau, excellent couteau, va faire plus ou moins 150 € avec étui sur internet. Et je pense que pour une 10-15 €, vous pouvez rajouter le dangler pour ceux qui veulent. Voilà, donc 150 €, vous avez vraiment un top couteau qui a une histoire aussi, hein, puisque la personne qui l'a créé est vraiment une bête de survie. Donc voilà, ça c'est pour la présentation du couteau. Alors, autre petite spécification, hein. Donc on parle toujours de lame scandinave pour le bushcraft. Ben ici voilà, j'ai pris vraiment, on est sur le Sima ici, donc l'imitation chinoise mais de bonne qualité du EC3. Qui a vraiment les moutures survie, voilà, et on peut voir que les moutures scandinaves est beaucoup plus épaisse au niveau de la lame et voilà, au niveau du tranchant, vous voyez que ici on est vraiment sur quelque chose de droit et puis hop, ça coupe à cet endroit-ci en angle. Tandis qu'ici, on est vraiment sur une émouture où on part du dos et on affine jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment la grosse différence entre la lame scandinave et la lame plus dite de survie. Voilà, c'est important de le signaler parce que souvent les gens ne comprennent pas la différence. C'est pour ça qu'ici, au niveau scandinave, on aura une meilleure attaque pour le bâtonnage par exemple, ça va plus servir de coin. On aura aussi une meilleure attaque pour les coupes de précision, pour les feather sticks et ce genre de choses. Alors au niveau de l'acier, l'acier K720. Alors c'est un acier à outils, hein, comme le D2, l'acier Schleppner, etc. Ici il y a une haute teneur en carbone dedans, comme dans la plupart des couteaux de survie.
Il y a du chrome, mais il n'y a pas énormément de chrome, donc il ne résiste pas complètement à la corrosion. Donc une fois que le couteau sera mouillé, il faudra bien le sécher. Et si vous l'entreposez dans un endroit humide ou ce genre de choses, comme d'habitude, un peu d'huile ou un peu de graisse sur la lame. Alors au niveau de sa composition chimique, hein, ce qui différencie vraiment le 720 des autres, c'est qu'en fait sa composition chimique lui a permis d'être durci à un niveau élevé tout en gardant une bonne ductilité. Alors c'est quoi la ductilité? C'est la capacité à se déformer sans rupture. Donc c'est un genre de résilience du couteau en fait. Se déformer sans rupture et revenir à son état initial. Voilà, donc ici, très bon acier. On va voir que normalement le dos de la lame a été étudié comme un parfait couteau bushcraft pour faire du feu. On va voir si ça fonctionne. Pour le reste, voilà, retenez que les moutures scandinaves va souvent être privilégiées pour le bushcraft et pour tout ce qui est sculpture de bois sur le camp. Allez, on va passer au test. Alors ici, on est encore sur du bois bien sec. Vous verrez qu'ici, forcément, comme la taille de la lame est d'une dizaine de centimètres, je ne vais pas aller m'attaquer à des bûches de 30. Ça va? Il faut toujours bien que la lame dépasse un peu par là et un peu par là. Ça va? Alors, explication de Castrom aussi, ils ont fait un manche en bois qui est très résistant. Mais pourquoi la plate semelle? Ben forcément, comme sur tous les autres couteaux de survie, ils expliquent que si le bois venait à lâcher, ben comme on a la plate semelle, on peut encore utiliser le couteau. Voilà, tout simplement. Je dépose mon couteau et je frappe. Voilà. Alors comme je l'avais dit, comme la lame scandinave est vraiment en forme de coin, elle rentre beaucoup plus facilement dans le bois. Ici, on est dans un nœud, mais ça ne l'empêche pas de triompher. Voilà. Au niveau bâtonnage, parfait. Alors, ici, bien sûr, quand on fait du bâtonnage, il arrive parfois qu'on doive rattraper le couteau qui s'est trop enfoncé en tapant ici sur le manche. D'où l'utilité de ne pas couper des sections trop grosses. Je m'explique. Si jamais le couteau est coincé, on va dire comme ça, ben, si vous tapez ici, vous allez abîmer forcément le manche. Donc, toujours privilégier des sections plus petites. Là, je suis en plein dans un nœud, justement, ça tombe bien. Vous voyez que la lame est résistante. Oh. Allez, on y va. Alors, ici, petit exclu. Bon, je pourrais pouvoir retirer le couteau, mais je suis vraiment dans un nœud très difficile. Alors, je peux essayer de tirer comme un âne ou de taper et risquer d'abîmer le manche. Ou alors, je peux essayer de trouver un bout de bois plus petit que j'utiliserai, hop, par exemple comme celui-ci, pour écarter le bois et pour récupérer ma lame. Et voilà. Petit truc donc, toujours bien réfléchir avec sa tête, pas d'accident. Ici j'ai un nœud, si je ne sais pas le prendre par là, je vais le prendre par au-dessus. Et on verra bien, sans m'exciter. Bon, il est quand même possible que je m'excite. Voilà, ici on est vraiment sur du dur. Et donc, voilà, je devrais pouvoir faire la même chose ici. Hop, enfoncer ça pour récupérer ma lame. Et voilà, hop. Voilà. Alors, si jamais ça ne va pas, eh ben, je vais passer à autre chose.
ça n'est pas avoir perdu, c'est réfléchir. Celui-là, après, je vais le soigner aux petits oignons avec ma hache. Dégage. Voilà, hop. Et on revient sur quelque chose de plus concret. Voilà. Le but étant bien sûr d'arriver à ce genre de choses pour pouvoir faire du petit bois pour le feu. Alors faites attention quand vous utilisez cette technique pour pouvoir couper le bois en deux. Une fois qu'on a enfoncé la lame correctement, j'en vois souvent qui, une fois que la lame est enfoncée comme ça, qui tournent leur lame. Ça c'est tout bon à péter la lame. Une fois qu'on a fait ça, on vient chercher le bois et on tire sur le bois pour écarter et avoir deux sections. Donc, je m'explique, une fois que vous êtes ici, ne faites pas tourner votre lame comme ça. Laissez la droite et faites tourner le bois pour écarter. Ça va? Aujourd'hui, je vous donne plein de trucs. C'est Noël, c'est la nouvelle année, c'est normal. Voilà. Alors, encore une pour la route. Voilà, aucun problème de ce côté-là. Ça aurait été en même temps triste, vu que c'est un couteau de bushcraft. La lame, nickel, rien du tout. Bâtonnage, petit fendage de bois, au top. Alors, pour le reste, hop, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Je vais faire ça comme ça. Voilà, vous voyez que ça coupe vraiment nickel. Sublime, c'est un plaisir pour avoir des petits copeaux pour le bois comme ça. Une fois que j'en ai une vingtaine, voilà, ça c'est parfait. Ou alors pour les feather sticks, comme d'habitude, hein. Voilà, hop. On essaye de suivre un maximum les fibres du bois. Voilà, et une fois qu'on a ça, hop, on va pouvoir démarrer le feu tranquillement. Ici aussi, encore une fois, pas de surprise, hein. Vu les moutures que c'est, pour tout ce qui est coupe de précision, c'est nickel. Alors, au niveau pointe ici, hop. On est encore sur du bois mort, hein, je vous le rappelle, parce que ça a l'air facile et ça rentre super bien, mais on reste quand même sur du bois mort. Voilà, et vous voyez qu'effectivement, on a vraiment une prise ergonomique et vraiment une prise très sympa au niveau de la main. Vraiment, c'est instinctif, hein. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit c'est instinctif. Et ben voilà, c'est vraiment le cas ici, et vous voyez que au niveau de la précision, il n'y a pas mieux. Vraiment, on ne sait pas faire mieux. Voilà. Vous avez vu, ça rentre vraiment bien dans le bois. C'est un plaisir, sans trop se fatiguer. C'est vraiment top de chez top. Et voilà. Voilà, alors au niveau bushcraft pur,
Voilà, on voit qu'il est vraiment top de chez top. Alors, aujourd'hui, encore une fois, c'est Noël. Je vous partage encore un petit tips pour ceux qui auraient vraiment du mal à faire des feather sticks. Au début, il n'y a pas de mal à s'aider un peu. Donc, vous allez couper un petit bois et vous allez faire une forme de crayon avec. Et vous prenez un taille-crayon et vous rentrez le taille-crayon. Et on commence à éplucher le bois. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont du mal au début, j'épluche mon crayon. Voilà. Ça prend pas de place, pas trop de place. C'est très léger. Ça vous facilitera au début les démarrages de feu pour ceux qui ont du mal. Et une fois que j'ai suffisamment de petits bois, eh bien, hop, je peux allumer mon feu avec mon petit bois. Donc, ça coûte rien du tout. Forcément, c'est bien d'avoir quand même un gabarit suffisant. Et ensuite, pour ceux qui veulent par la suite faire des pointes de flèche avec un taille-crayon, au niveau de la vitesse, au niveau du vent, l'ergonomie, etc., ça va être top. Donc voilà, petit taille-crayon et c'est parti pour le feu et pour la chasse. Alors, on va voir si ça fait des étincelles. Encore une fois, et comme je ne vous le rappelle pas assez, utilisez de grâce un grattoir s'il est fourni avec, c'est à ça que ça sert. Si vraiment vous n'en avez pas ou vous en avez acheté un sans grattoir, alors utilisez le dos du couteau. Ici, la lame a été ici aiguisée à usinée à 90 degrés. Et donc, voilà, c'est sans... Voilà. Voilà. Il va faire prendre la lame. Voilà. Donc ici, vous voyez que ça tâche toujours un peu le couteau. C'est pour ça que j'aime pas. Mais fonctionner, ça fonctionne. Donc, bâtonnage, petit bâtonnage, coupe de précision, feather stick et fire steel. Voilà. Je vous dispense de tout ce qui est test de coupe de corde. Évidemment, sinon ce ne serait pas un couteau. Il coupe ça nickel. Alors c'est quand même intéressant, je ne l'ai pas encore fait ici, mais de rajouter la dragonne pour avoir encore une meilleure prise en main pour certaines coupes. Et maintenant on va voir au niveau carving, donc wood carving, sculpture du bois. Donc ici, par exemple, je vais me faire une spatule pour pouvoir retourner la viande ou le poisson sur la casserole ou pouvoir mélanger. Donc j'ai pris une parcelle de bouleau, j'ai bâtonné jusqu'à obtenir plus ou moins une tranche comme ça. Et maintenant, eh bien, il va falloir que je fasse mon manche et que j'affine le plus possible pour pouvoir faire ma spatule. Ok, on va voir 2-3 petits trucs pour pouvoir faire ça. Dans un premier temps, ben, on va prendre le couteau comme d'habitude. On va venir essayer de déjà chercher un manche plus ou moins rond. Voilà. Alors, ça va vite vous fatiguer, surtout si vous travaillez avec du bois mort. Plus vous allez prendre du bois sec et mort, plus le bois sera déjà stabilisé et vos couverts en bois tiendront plus longtemps. Si vous prenez du bois vert, ce sera beaucoup plus facile pour vous au début. Mais voilà, quand le bois va sécher, vous allez avoir des surprises et des outils qui se fendillent. Alors, ici, voilà, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai déjà plus ou moins un manche, mais je veux affiner ce manche. Autre possibilité, comme on avait déjà vu, je retourne le couteau à l'envers, toujours lame vers l'extérieur, et je viens, hop, tirer en arrière pour enlever de la matière. Voilà. Alors, c'est une technique qui va un peu vous reposer les autres muscles, mais c'est une technique qui est quand même encore relativement difficile. La technique que je privilégie pour obtenir des coupes de précision ou des manches correctes, c'est de venir bloquer ma lame sur le genou et je la laisse dépasser.
une fois que je bloque cette lame, et bien là, je tire ici et j'ai beaucoup plus facile. Voilà. Là, ça ne demande aucun effort. Je ne dis pas que je pourrais faire ça toute la journée, mais ça ne demande aucun effort. Et on verra que cette position-là, pour les coupes de précision, est vraiment idéale aussi pour ne pas se couper. Voilà. Là, j'arrive quand même déjà à quelque chose de correct au niveau du manche. Voilà. Alors, vous voyez ici, on est déjà pas mal. Je vais un peu continuer comme ça. Voilà. Bien sûr, après, on passera un coup de papier de verre sur le manche si on veut vraiment être perfectionniste. Si c'est juste pour être dans la verte et pouvoir retourner sa viande, on n'a pas besoin de tout ça. Alors maintenant ici, je vais venir bâtonner pour pouvoir couper au niveau de la longueur que je veux pour ma spatule. J'ai bâtonné la longueur qu'il me fallait et maintenant ici, je vais essayer d'avoir forcément quelque chose le plus plat possible. Alors encore une fois ici, ça va me fatiguer, donc qu'est-ce que je fais? Je viens chercher ici. Et là, j'ai plus aucune difficulté. Voilà. On vient chercher, hop, les bords. Alors ici, effectivement, au niveau du genou, la lame aurait été un petit peu plus longue. Ça aurait été plus facile pour pouvoir bien caler la lame sur le genou sans mettre trop de main avec. Hop, voilà. Je vais chercher à affiner le plus possible des deux côtés. Une fois que j'ai ça, hop, je continue. Pour avoir quelque chose de plus fin. Voilà. Alors ici, je parle bien d'une touillette ou de quelque chose pour retourner la viande. Je ne parle pas de quelque chose pour goûter la soupe, ce genre de choses. Sinon, j'aurais fait plus large. Et alors, j'aurais utilisé un couteau croche pour pouvoir creuser à l'intérieur. Une fois que j'ai une bonne spatule, je vais arrondir un petit peu le dessus pour pas que ça fasse négliger. Voilà. Un petit coup, comme ça. Voilà. Et ici, je me retrouve avec ma petite spatule pour retourner la viande. Voilà. Qu'on peut finir au papier de verre ou pas, c'est selon. Mais donc vous voyez que le fait de pouvoir tenir le couteau comme ça, eh bien, voilà. Quand on le met contre son genou, on a possibilité de faire des petites coupes. Voilà. Pour régler des angles, ce genre de choses. Et qui font vraiment pas mal du tout. Voilà, hop, j'ai ma petite spatule pour retourner la viande. Nickel. Alors, pour ce qui est coupe à la volée, n'oubliez pas, toujours c'est mieux d'avoir une dragonne. Mais voilà, ici, j'en ai pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, on voit tout de suite clairement que même si ça rentre, c'est pas du tout prévu avec cette taille-là pour les coupes à la volée. Forcément, puisque il n'y a pas de poids sur la lame. Et que je ne peux pas me permettre de prendre le couteau à cet endroit-là parce que j'ai pas un manche qui est prévu pour. Le manche est droit. Donc, couper sa coupe, on va très vite se fatiguer. Et voilà, même si on y est arrivé, je ne conseille pas ce couteau pour tout ce qui est coupe à la volée. Petite branche pour nettoyer par exemple une plus grosse, ok. Déjà un gabarit comme ça, c'est déjà trop difficile. Donc regardez bien ici, on a vraiment une bonne ergonomie du manche, on a une lame droite. C'est vraiment fait pour les petits travaux de camp. Pour ça, c'est un couteau exceptionnel. Pour les grosses coupes, je ne le conseille pas. Mais voilà, c'est ici que s'achèvent les tests de ce beau couteau. Alors moi franchement, c'est un couteau que j'utilise pas souvent sur mes bivouacs parce que j'aime bien peut-être plus de polyvalence quand je n'ai pas de hache. Mais comme j'ai dit au début, c'est vraiment un couteau qui est fait pour être utilisé avec une hache, une scie
ou autre chose. Donc pour tout ce qui est petits travaux de camp, petit bivouac, camping, bon couteau, très bon couteau, très beau couteau aussi. L'étui en cuir nickel, le manche en bouleau frisé nickel, finition parfaite, c'est vraiment une œuvre d'art. L'acier est un acier top aussi. Voilà, le prix, honnêtement, pour avoir un étui en cuir, un tel acier et une telle qualité, c'est pas exagéré. Voilà, et pour le reste, ben, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu aux questions que vous poseriez sur ce genre de couteau. Si vous avez des questions à propos du bushcraft, de la survie, de ce type de couteau ou toute autre question, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. J'espère aussi, si ça vous a plu, que vous allez mettre un petit pouce vers le haut, ça m'encouragera comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh ben, j'espère que les petits trucs que je vous ai donnés avec le taille-crayon, avec ce genre de choses à gauche à droite, ça vous aidera aussi. Pour le reste, eh bien, je vous souhaite encore une fois des magnifiques fêtes de fin d'année. N'oubliez pas que le plus important, c'est la famille, le plus important, c'est la santé. Et puis, pour être en bonne santé, il faut faire quoi? Il faut aller dans la nature. Donc, équipez-vous et sortez.